C'est vraiment une chose à plébisciter, tout le monde l'a dit, beau partenaire entre la Côte d'Ivoire et la France, mais il y a un point où les Ivoiriens constatent de plus en plus que la France est un tout petit peu déclassée, c'est le niveau d'investissement de la France dans notre pays. Christelle. Exactement, on parle de 5%, si les chiffres sont vrais. Pourquoi est-ce que depuis quelques années, on constate que les investissements français décroissent quand on regarde avec beaucoup d'intérêt l'arrivée de certains pays comme la Chine, l'Inde? Selon vous, qu'est-ce qui se passe? Alors, ce chiffre que j'ai vu, 5%, c'est pas très correct. il n'est pas bon. Oui, justement, c'est pour ça qu'on vous pose la question. Aujourd'hui, parce qu'il ne tient pas compte, par exemple, des investissements des entreprises françaises qui sont ici. Et Dieu sait s'il y en a, il y en a plus d'1 millier. Aujourd'hui, la France est le premier investisseur en Côte d'Ivoire avec le chiffre est de 2,7 milliards d'euros. Maintenant, ça c'est ce qu'on appelle le stock. Le flux dépend des grands investissements. Je ne serais pas étonné que en 2023 ou en 2024, le principal investisseur de la Côte d'Ivoire soit l'Italie, à cause des dépenses considérables, investissements avec ENI offshore. Donc, il y a des années où c'est beaucoup. Absolument. Moi, je discutais il n'y a pas longtemps avec les gens qui travaillent sur le gisement de gaz Foxtrot, qui me disaient on a investi depuis plusieurs années 2 milliards de dollars en Côte d'Ivoire. Donc, cette année, vous allez voir, l'Italie, ça va être comme ça. Mais je vais rajouter quelque chose. Moi, je trouve que c'est très bien que la Côte d'Ivoire attire des investissements que la France, du monde entier. Je vois les Européens très actifs, je vois le Portugal très actif, je vois... la Grande-Bretagne n'est plus membre de l'Union européenne, mais je vois multiplier les délégations d'investisseurs américains, britanniques, je vois les Marocains très actifs, je vois les Turcs très actifs. Vous savez, je vais revenir à la Cannes, j'ai du mal à me séparer de la Cannes. La Cannes a été vue par j'imagine. La Cannes a été vue par 2 milliards de spectateurs ou téléspectateurs. Et parmi eux des investisseurs. Donc c'est une publicité extraordinaire pour le pays. Et si d'autres investisseurs peuvent investir en Côte d'Ivoire, les besoins sont importants, le pays rassure par sa bonne gestion économique et financière, tant mieux pour la Côte d'Ivoire. Daouda. Merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur. Vous voyez que tantôt vous étiez en train de dire que la Côte d'Ivoire attire beaucoup d'investisseurs dans le monde entier. Est-ce que ce n'est pas une façon aussi de montrer que la France est en train de perdre du terrain en Côte d'Ivoire de façon en particulier, mais de façon générale en Afrique de l'Ouest? Le gâteau grandit. Parce que depuis 10 ans, la croissance de la Côte d'Ivoire est en gros de 8%. Et c'est parce que le gâteau grandit que le monde entier est intéressé par la Côte d'Ivoire et que même si votre part de marché se réduit, moi, je peux vous dire que les entrepreneurs français ici, en Côte d'Ivoire, ils sont satisfaits. En valeur, c'est ça. Ils sont satisfaits. Et d'ailleurs, nombreux sont ceux qui arrivent. Un chiffre, avant la crise, il y avait 50 000 Français. Après la crise, il y en avait 5 000. Aujourd'hui, il y en a 25 000, voire 30 000. Et les gens affluent. Beaucoup de PME, des jeunes, des gens bien formés, avec des familles, avec des petits-enfants. Je le vois, on a du mal avec les écoles, on n'a plus assez de place. Et c'est très rassurant, parce que ça montre que la Côte d'Ivoire est un endroit où les gens veulent travailler, s'établir, investir. Herman. Excellence, il y a que, tout à l'heure on a parlé des soutiens, les appuis financiers de certains pays, dont notamment la France, à la Côte d'Ivoire. Je voudrais, dans le cas de certains projets comme l'appui dans le C2D3, est-ce une aide financière qui est vraiment gratuite ou ce sont des appuis qui sont sous forme de dette? Non, alors, vous savez ce que c'est que le C2D? Au départ, c'était de l'argent que la Côte d'Ivoire devait à la France, et là on s'est dit, bon, on va se mettre d'accord. C'est un format, voilà. Au lieu d'être une dette, maintenant, ça va être une somme d'argent et on va la gérer ensemble. C'est pour ça qu'il y a ce côté partenarial. Donc, c'est pas... Après, c'est de l'argent cash. Marius? Alors, Excellence, au niveau de la grande distribution, parlons-en, puisque, évidemment, pendant des années, et sinon depuis les indépendances en Côte d'Ivoire, nous avons connu qu'une seule et unique entité dans le domaine de la grande distribution avant qu'une enseigne française. C'était laquelle? Pardon? C'était laquelle?
Carrefour, le groupe Carrefour a dû donc venir casser ce monopole qui aujourd'hui profite à la majorité des populations. Et donc, le monopole, vous le savez mieux que moi, est un tombeau pour les usagers, pour les consommateurs. Et dans le domaine donc de l'industrialisation, vous ne pensez pas véritablement qu'il est temps, après 60 ans d'indépendance, qu'un pays comme la Côte d'Ivoire puisse, par exemple, transformer ses matières premières dans le cacao et le café? Ben, c'est ce qu'elle fait. Quand je vois les chiffres pour, par exemple, le noix de cajou, on est passé de 10% à 30%. Pour le cacao, on est passé de 10% à 30 ou 40%. Je vois bien que c'est une priorité. Exactement. Dans différentes enceintes, structures, conférences, on voit le gouvernement ivoirien qui dit « Nous, on a ça chez nous, on voudrait monter dans la chaîne de valeur, investissez ». Et on voit qu'il y a des investisseurs, effectivement. Puisque vous parlez de distribution, et sans vouloir faire de publicité, je ne vais pas les mentionner par leur nom, mais il y a un nouveau investisseur français en Côte d'Ivoire. C'est très intéressant ce qu'ils font, parce qu'ils ne vont pas chercher les produits en France, ils vont les chercher en Côte d'Ivoire. Ils font appel aux producteurs locaux de fruits, de légumes. Et donc ça fait marcher le business local, l'agriculture locale. Et ça, c'est vraiment ça qu'il faut faire de plus en plus. Et ce qui s'est passé avec la crise, la guerre en Ukraine, l'augmentation du prix des céréales, et notamment du blé, la Côte d'Ivoire, c'est une sorte de paradis pour l'agriculture. Vous avez la capacité de tout produire dans des quantités importantes, manioc et igname. Vivrier. Vous savez qu'on est en train de développer la culture du manioc en France, parce qu'on a en France, comme partout dans le monde, un problème de sécheresse, manque d'eau, et on est en train de se rendre compte que le manioc, ça marche bien, ça utilise moins d'eau. Moins d'eau, ouais. Ce pays a une capacité, en utilisant les bas-fonds, de développer sa propre production de riz, cesser d'importer du riz. Bah, on voit bien, là, au moment où on parle, c'était il y a quelques jours le salon de l'agriculture, et ça a été ça. Le sujet, c'est venez investir. Mais quand je dis venez, c'est le monde. Absolument. Les Japonais qui sont des spécialistes du riz, d'autres nationalités qui sont... Bon, mais aujourd'hui, il faut effectivement, et on voit bien que c'est l'effort qui est en cours, plutôt que les noix de cajou partent vers l'Asie, qu'elles soient transformées ici, et que les noix de cajou qu'on consomme ici et sur nos marchés soient produites et transformées ici. J'ai visité plusieurs usines de cajou. C'est impressionnant, c'est des milliers d'emplois. Absolument. Donc c'est important. Élisée. Excellence, aujourd'hui, quel est le nombre d'entreprises françaises qui exercent en Côte d'Ivoire? Quelle est leur contribution au PIB ivoirien? Est-ce qu'on peut l'estimer? Et quels sont les secteurs d'activité de ces entreprises-là? C'est à peu près 1000 entreprises. Exactement. Plusieurs centaines de milliers d'emplois. 1121. Pardon? 1121. Bien renseigné. Maintenant, quelle est la contribution exacte au PNB de la Côte d'Ivoire? Je ne connais pas le chiffre, mais la Côte d'Ivoire, c'est quand même une grande économie. Donc, même 1%, même si c'était 1%, compte tenu de l'importance de l'économie de la Côte d'Ivoire, je vous rappelle que la Côte d'Ivoire, c'est 40% de tout l'UEMOA. Donc c'est considérable. Et il y a des chiffres que j'ai appris ici qui sont assez étonnants. Il y a 10 ans, l'économie de la Côte d'Ivoire, c'était l'équivalent de l'économie du Cameroun. Aujourd'hui, l'économie de la Côte d'Ivoire égale Cameroun plus Sénégal. Tout à fait. En 10 ans, l'économie de la Côte d'Ivoire par rapport à celle du Cameroun a grandi de l'équivalent de l'économie du Sénégal. C'est pas rien. C'est pas rien, absolument. Donc, la contribution d'un pays comme la France, elle ne peut que être... Elle n'est pas énorme. Mais l'accumulation, j'ai envie de dire, les 27 pays européens, cumulés, réalisent quelque chose je crois, de significatif. C'est dans tous les secteurs. On continue de parler. C'est dans tous les secteurs. C'est dans tous les secteurs, évidemment. On continue de parler de votre apport. 2 secteurs, évidemment, sur lesquels vous êtes très actifs, on l'a vu, le sport et l'éducation. Parlons-en, justement, à travers la question des bourses, la construction d'écoles. Comment vous soutenez ce secteur-là aujourd'hui? Quels sont les points sur lesquels vous êtes en train de travailler en ce moment, la France, notamment éducation, formation?
Alors, il y a éducation pure, éducation universitaire, on fait beaucoup de choses avec les différentes universités de Côte d'Ivoire. Nous avons construit, ou nous sommes en train de construire à peu près 200 lycées de proximité, 200 écoles primaires. Ça, c'est du mur. Mais on fait du qualitatif. On travaille beaucoup avec le ministère de la formation professionnelle pour avancer sur les qualifications techniques de techniciens supérieurs, ingénieurs. On travaille beaucoup avec le ministre en charge de la jeunesse sur l'école de la seconde chance, le service civique, pareil, où on prend les gens pendant 9 mois ou 1 an. 9 mois ou 1 an. Vous voyez, c'est le temps d'une gestation. On les forme à la discipline, on les forme à un métier mécanique, construction de maisons. Et au bout d'1 an, je crois que le taux de réussite est très significatif. Je crois qu'il est de 80 à 90%. Pour vous, il était important de réorienter les curricula comme ceci? Alors, évidemment, c'est pas à moi de le dire. C'est pas à moi de le dire, mais c'est la Côte d'Ivoire qui le dit. La Côte d'Ivoire a besoin de techniciens. Elle a besoin de forts en maths. C'est cela. J'ai compris qu'il y avait 2% des jeunes bacheliers qui passent avec le bac mathématiques. Donc il y a besoin d'augmenter ce voilà. On travaille avec l'extraordinaire structure qu'est l'INPHB. C'est ça. Et par exemple, quelque chose qu'on a fait, que l'AFD a fait, c'est de construire un grand dortoir pour plusieurs centaines d'étudiants, pour que plus d'étudiants puissent venir à l'INPHB, à Yamoussoukro. Comme des incubateurs. Vous voyez ? Dans l'histoire de ce pays, l'INPHB a toujours apporté quelque chose d'extraordinaire. Juste une toute petite chose, je dis ça parce qu'il y a quelques jours, on a remis un diplôme à des étudiants ivoiriens de l'INPHB qui ont maintenant un diplôme de Polytechnique en France. Donc on a fait une cérémonie avec le ministre de l'Enseignement supérieur, l'excellent directeur de l'INPHB. Voilà, c'est le genre de choses qu'on pousse à la demande et en concertation avec les autorités ivoiriennes. Puisque vous parlez de formation de qualité, sur la question des bourses, parlons de la question de l'échange de connaissances entre des professeurs qui peuvent quitter ici aller se faire former, ceux qui sont en France qui peuvent venir chez nous. Ça aussi, c'est, j'allais dire, c'est une forme de transfert de technologie. Comment cela se met en place pour pas que, parce qu'il y a beaucoup de frustration dans des secteurs, sur les visas, des choses comme ça. Comment on arrive à mieux régler ce type de Moi, je vous dirais, la question des visas, c'est une frustration pour moi aussi. Parce qu'il faut au quotidien se battre. Je pense qu'on tient le bon bout. Il faut aussi savoir qu'aujourd'hui, on donne 500 visas par jour. Donc c'est considérable. C'est considérable, ouais. Il y a eu, il y a quelques mois, un moment difficile où les délais étaient très longs, trop longs. On a amélioré nos procédures. On a obtenu du renfort, parce qu'à l'arrivée, c'est des gens qui font le travail. Aujourd'hui, le rendez-vous, c'est 2 jours à VFS et le visa, c'est quelques jours aussi. Donc, le taux de refus est très faible. Avec des bonnes raisons également. Oui. Parfois, il faut revenir, parce que parfois, c'est pas toujours de bonnes raisons. Il faut savoir également que j'essaie d'obtenir un accord d'exemption des visas pour les passeports diplomatiques ivoiriens, parce que ce sont des passeports qui voyagent beaucoup. C'est ça. Parfois, au dernier moment, une délégation. Donc, le sujet est en ce moment traité à Paris. Depuis le carrossé. J'ai bon espoir qu'on va y arriver, et ça sera un soulagement pour le service qui nous permettra de nous concentrer sur les autres dossiers. Une dernière question, les amis, et on va permettre à Daouda, on va parler de politique africaine et un peu de diplomatie. Une dernière question quand même sur le sujet sport, qui vous tient à cœur. On vous a vu très actif au niveau donc du football féminin. C'est un débat qu'on a eu sur ce plateau. L'accompagnement de ce football, comment vous avez permis à ces jeunes filles de se retrouver en Europe. Est-ce que finalement, après les Agora, c'est quelque chose d'un peu plus populaire? Est-ce que vous allez rentrer dans un financement sur le côté excellence, peut-être des sites qui pourraient être détectés ou en tout cas permettre à l'excellence sportive de se mettre en œuvre? Alors, on l'a déjà fait. C'est des initiatives privées. Jean-Marc Guillou. C'est ça. Vous savez que c'est Jean-Marc Guillou qui a pris en charge l'équipe du Mali, qu'on a vu à la CAN.
Il y a toutes sortes d'initiatives privées. Olivier Capot, ancien de l'équipe de France, mais Ivoirien. le cœur ivoirien. Roger Boli. Boli, ouais. L'ancien joueur d'Arsenal. Eboué, Emmanuel et bien d'autres. Ouais. Eboué, bon. Donc, il y a tout ça. Moi, je trouve que le football féminin, c'est bien. D'abord parce que le potentiel en Côte d'Ivoire est très fort. Les filles sont fortes. Et il faut voir le succès de Rosemonde et de Mariam en France. Moi, j'ai vu il y a quelques jours Clémentine. Vous savez, elles n'ont pas eu de chance, les filles. Clémentine Touré, il faut rappeler que c'est la Elles n'ont pas eu de chance. Oui. Elles ont dominé un match ici de qualification à Yamoussoukro. Elles auraient pu marquer 6 buts, elles en ont marqué 2. C'est ça. Et au match retour, Face à la Tanzanie. elles perdent contre la Tanzanie 2-0 et ensuite elles perdent au pénalty. Je pense qu'il faut donner leur chance à cette équipe féminine parce que les filles, c'est la moitié de la Côte d'Ivoire et le potentiel, il est là. J'ai vu une équipe de rugby de filles à Bobo. Aussi, ouais. Ah oui, on a reçu. Donc il y a ça aussi, Le football féminin, de toute façon, enfin, le sport pour les femmes, c'est formidable. Aujourd'hui, on parle des footballeurs et on a raison de le faire. Ça a été extraordinaire, mais moi maintenant, mon attention, c'est Marie-Jo Talou aux Jeux Olympiques. Pour les JO, très bien. Pour les JO. Il nous reste à peu près 5-7 minutes. On va ouvrir le chapitre diplomatie hors de Côte d'Ivoire. Et là, je pense qu'il y a beaucoup à dire. On va commencer par Daouda. Wow. La Côte d'Ivoire en pleine croissance. On ne va pas se mentir, les amis. Ce pays en train de bouger très mal même. Ça va bombe, c'est comme de la bombe. Ça pète. Et on assiste aussi encore à un déclin des investissements français dans ce pays. Et ce déclin est prévisible. Je crois qu'il y aura même d'autres déclins qui seront peut-être plus graves que ce que nous sommes en train d'assister. Mais c'est un déclin qui profite au peuple ivoirien. Voilà. Et on le voit par ce qui se passe actuellement au pays. La Côte d'Ivoire en pleine construction. Ça travaille dans tous les coins du pays. Voilà. Et c'est là, ça s'explique pas seulement par un seul partenariat, mais par des multiples partenariats avec les différents États. Et voilà, c'est ça que nous voulons. Nous ne voulons pas être emprisonnés de travailler seulement avec un seul État. On doit avoir le choix de travailler avec qui on veut, quand on veut, parce que c'est chez nous. Et vous ne devrez non pas plus venir nous imposer comment on va travailler. Bien sûr, si vous voulez nous apporter des aides, c'est compréhensible peut-être que vous nous dites comment est-ce que votre aide sera utilisée. Voilà. Mais ces pays doivent quand même bien voir leur politique étrangère avec ces anciennes colonies. Et s'ils ne le voient pas, je vois d'autres grandes puissances prendre leur place. La preuve frappante, c'est pour les États des alliances du Sahel. Nous avons vu que la France a complètement perdu sa place dans ces 3 pays. On ne sait pas aussi encore pour d'autres pays, mais ce que vous devez comprendre, la Côte d'Ivoire, s'il faut dire, c'est la base de la France-Afrique dans cette sous-région. Et je crois que la place de la France est solide, mais elle est très mal menacée. Tout commence d'abord par les investissements étrangers. Et ça, on est en train de constater une décroissance de leur niveau.